Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Dans ce grand dossier, nous revenons sur la tournée à Mali qu'a effectué Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Le plan Kamerhe pour la fin de la guerre dans l'est de la RDC, la participation de l'UNC aux élections de 2023 avec l'Union sacrée, ou en tout cas seul, nous en parlons dans ces grands dossiers avec d'amples détails. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Nous recevons avec Ormiel Mihigo, qui est notre consoeur journaliste, Monsieur Adrien Mouchoumo. Il est le porte-parole national adjoint de l'UNC. Bonjour Monsieur Adrien et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent à pareil moment. Alors, nous allons commencer par le plan Kamerhe parce que c'est à la une, vous savez, depuis plus maintenant de 4 mois, la cité frontalière de Bunagana est occupée par le M23. Il y a plusieurs groupes armés qui occupent l'est de la RDC, mais Vital Kamerhe, aussitôt acquitté, en tout cas sorti de la prison, n'a pas tardé pour se rendre dans l'est du pays. Il a été même dans le territoire du Rutshuru, mais actuellement, quand on parle du plan Kamerhe, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette démarche? Bon, merci beaucoup, mais je voudrais que l'on commence plutôt par le contexte dans lequel le président Vital Kamerhe a proposé un plan de sortie de crise. Et il s'est fait qu'après sa libération, le président Vital Kamerhe a décidé de dire qu'il doit venir à l'est du pays, non seulement pour remercier l'ensemble de la population congolaise et c'est de la région de l'Est, pour les différentes prières, les marches qui ont été organisées pendant qu'il s'est retrouvé dans le pétrin avec ces fameux dossiers des 100 jours. Donc le président a décidé de venir dire merci à cette population, mais par la même occasion, il en a profité également pour proposer un plan de sortie de crise et c'est de ça qu'il s'agit. À qui il a proposé ces plans? Ces plans, il était question, d'abord je dois préciser qu'avant de venir à Goma et partout où il est arrivé, il a d'abord été avec le chef de l'État à Bruxelles pour lui parler de sa tournée à Mali, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il lui a également dit qu'il allait donner sa contribution en termes d'idées, en termes de propositions, pour que nous puissions finalement mettre fin à cette nébuleuse question de la guerre à l'est du pays. Alors, il a proposé à la population, en fait, vous savez, quand on se retrouve dans une difficulté, les hommes épris de paix et de justice, ceux qui pensent pays, ceux qui pensent nation, ceux qui pensent des solutions pour sortir des situations malencontreuses, ils ont toujours fait des propositions. C'est le cas avec le président Vital Kamerhe et ce n'est pas le premier qu'il va proposer parce qu'il en a d'ailleurs parlé depuis 2008. Et si ces plans avaient été suivis, je pense qu'on ne serait pas dans ce cycle infernal. En fait, ces plans disent effectivement qu'il est important que nous puissions, sur le plan diplomatique, que nous puissions aller tout droit au but. Nous avons compris que le M23 n'est qu'un mouvement qui agit, mais derrière ce M23, il y a effectivement des pays qui les soutiennent. Nous avons dit qu'effectivement, l'aile M23 aujourd'hui, qui nous fait mal, est en Ouganda. Et nous savons, parce que nous l'avons appris plus d'une fois, que le M23 est soutenu militairement par le Rwanda. Alors pourquoi ne pas parler franchement, nous regarder droit dans les yeux et parler avec ces pays pour dire « Messieurs, vous nous faites la guerre, c'est quoi votre problème exactement ?» Parce qu'ici, le problème est celui qui a toujours été présenté par le M23. Parce que la grande revendication de M23, c'est laquelle? On dit, bon voilà, il y a plus de 40 000 familles qui sont au Rwanda, des gens qui ont fui, déjà qu'on a chassé dans leurs champs, dans leurs parcelles, que ce soit à Massissi ou à Rutshuru et tout, et que ces gens sont au Rwanda, ils doivent revenir au pays parce qu'ils sont marginalisés. Mais quand vous essayez de chercher à savoir ces gens, ils ont quitté quelle entité exactement, parce qu'il y a eu même un exercice, on dit, bon écoutez, on se retrouve ensemble,
on vous prend, nous allons à Massissi, vous nous montrez d'où vous êtes venu à Massissi. C'est impossible. Vous prenez un exemple, par exemple, ceux qui ont fui Bunagana. Comment vous pouvez imaginer, par exemple, que dans certains camps de déplacés, qu'il y ait des gens qui ne parlent ni le Kinyarwanda, qui est la langue locale de Bunagana, ni le Kiswahili, ni le Kinande, aucune langue de la région. Des gens qui ne parlent que l'anglais. Et ils vous disent que ce sont des déplacés dans les camps. Et ce sont des déplacés de Bunagana qui sont dans les camps de déplacés à Rutshuru. Comment vous pouvez comprendre ça? Ce n'est pas normal. Donc, ce sont des méthodes d'infiltration. Et là, on comprend justement qu'il y a un plan macabre qu'il faut aujourd'hui commencer à dénicher rapidement avec nos services pour que nous puissions mettre fin à cette question. En fait, dans ce plan, il n'y a pas que ces volets diplomatiques où il faut appuyer sur le dialogue avec ces pays-là. Parce que derrière ces revendications-là, nous le savons bien, comment un petit pays comme le Rwanda va être déclaré le premier producteur de cassiterie au monde. Comment? Alors que c'est un pays pauvre qui n'a rien dans son sous-sol. Comment? C'est par quelle formule? Et donc, il faut que nous puissions parler avec ces pays-là pour que ces pays arrêtent de nous envoyer des petits messieurs qui viennent et nous mettre en deuil, matin, midi et soir. Mais sur le plan également militaire, nous disons, le président Vital dit exactement que nous devons soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo. Parce qu'en fait, ça devait être ça. D'ailleurs, la solution salvatrice pour sortir, pour qu'effectivement les pays voisins nous respectent. Nous devions avoir une armée forte. Et c'est là que le président Kamere demande à l'ensemble du peuple congolais de soutenir les forces armées. Mais le soutien, je pense que le soutien du peuple congolais n'est pas défaillant envers les forces armées. Il faut qu'il y ait plus de volonté pour les gouvernants, pour qu'effectivement nous puissions nous rendre compte déjà à partir de l'Assemblée nationale quelle est la coterie, quel est le montant qui est alloué dans le budget national à l'armée congolaise. Au-delà de ces budgets-là, comment cet argent, peu qu'il soit, comment cet argent est orienté dans les opérations? Parce que nous avons suivi des mouvements, nous avons suivi il n'y a pas longtemps que l'argent qui était alloué par exemple à l'état de siège a été détourné. Nous avons suivi sur différents médias. Et donc, c'est là que nous devons... Mais il n'y a pas de chiffres exactement, ce sont juste des accusations. Mais non, on nous parle de 90 millions de dollars détournés. Alors, il y a par exemple, vous avez suivi également quand l'ancien ministre de la Jeunesse, Excellence Billy Kambale Tsongwera Stone, avait proposé une loi pour les services militaires obligatoires. Pour les jeunes diplômés. Exact. Nous sommes un pays immense. Mais vous pouvez vous imaginer que dans ces pays ici, nous n'avons qu'un nombre avoisinant 100 000 militaires. Ce n'est pas normal. Si vous calculez la superficie de ces pays, vous divisez les 100 000, c'est autour de 0,00004 militaires par 1 kilomètre. Ce n'est pas normal. Et donc, il faut que nous puissions avoir également cette volonté de faire en sorte que le pays, nous puissions nous également aider à le protéger. Et donc, cette proposition également, qui était aussi bonne en disant, vous terminez les humanités avant de commencer l'université, vous faites d'abord le service militaire. J'ai suivi par exemple... Parce que ça fait partie du plan Kamere, du plan des sorties de crise. Non, je parle de ce que nous devons faire, nous tous en tant que Congolais. Évidemment. Notre contribution, c'était également une proposition de loi d'ailleurs, qui traîne dans le tiroir de l'Assemblée nationale. Pourquoi ce n'est pas une priorité pour nous? Où sont nos priorités dans ces pays? Mais sur le plan politique également, nous disons que nous devons continuer à maintenir un dialogue permanent entre nous pour que nous puissions nous dire certaines vérités par rapport à la gestion du pays et par rapport à cette nébuleuse question de la sécurité qui écume nos populations à l'est du pays. Donc c'est un plan à 3 volets. Un plan à plusieurs volets d'ailleurs, parce que je sais que je vous dis ici n'est qu'une partie. J'avais dit tantôt que ces plans, le président Kamere est là et il est détaillé et il n'y a personne qui l'aura avant parce que le président Kamere a préféré laisser la primeur au chef de l'État. C'est au chef de l'État de recevoir ces plans en premier
pour que nous puissions le décortiquer. Parce que j'ai commencé à lire, même sur les réseaux sociaux, des gens qui mettent 2, 3, 5, j'ai même vu 14 pages, on dit que c'est le plan Caméré. Non, ça n'a jamais été le plan Caméré parce qu'il est encore... Malheureusement, vous n'avez pas une copie, on aurait... Non, je n'ai pas les réseaux sociaux. Écoutez, c'est genre de bruit, il ne faut pas les emmener dans des médias, vous avez quand dans même des médias aussi sérieux qu'Afro Info. Hein? Oui, évidemment. Mais... Donc, pour éclairer... le président, il ne s'agit pas d'un plan, il s'agit d'une histoire. Une stratégie alors. Non, d'une histoire écrite quelque part. Ouais. Mais le plan Caméré, le chef de l'État va le recevoir, il va l'exploiter en premier avant qu'il soit mis à la disposition de l'ensemble de la population congolaise. Mais il n'est pas le seul qui peut proposer. Ouais. La voie, elle est toujours libre. Comme autant d'autres Congolais. Effectivement, parce que nous devons être tous animés par le souci de voir justement que la région de l'Est recouvre la sécurité. Voilà. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il y a une amie, un docteur de son état, qui a été tuée ce matin à Beni par les ADF. Les ADF, c'est un groupe également qui vient de nous gagner. Terroristes. Vous voyez? Ouais. Donc ce n'est pas normal, il faut qu'on parle avec ces pays sérieusement, très sérieusement. Monsieur Adrien Mouchouma, vous pensez vraiment que le dialogue avec les pays impliqués serait une solution pour mettre fin au massacre ici chez nous à l'Est? Ben justement, parce que écoutez, si vous posez très mal les diagnostics, vous êtes mal barré, vous êtes mal parti. Les dialogues avec, les négociations avec les groupes armés sur le terrain ne peuvent pas résoudre le problème. Il faut parler avec ceux qui soutiennent ces gens, ceux qui leur donnent les armes, ceux qui leur donnent la stratégie. Parce qu'écoutez, quand ils viennent par exemple, ils vous disent la population rwandophone est marginalisée. La population par exemple Tutsi est marginalisée. Mais au même moment dans notre armée, il y a également des militaires. Effectivement, ils sont des militaires. Maintenant qu'ils sont militaires, ils sont censés répondre au mot d'ordre du pays. Mais nous savons que le problème que nous avons également, je l'avais encore déjà dit, nous n'avons pas encore une armée en tant que corps. L'armée que nous avons, c'est une histoire, c'est une armée fragmentée et une histoire de mixage. Donc, il y a quelqu'un qui vient dans l'armée, en fait, quelqu'un qui commence un mouvement rebelle il y a 2 semaines, il se tape le grade de général. Après, il y a mixage, il est intégré dans l'armée, il est général, il n'a jamais été formé nulle part. Et du coup, il ne répond que de celui qui lui a facilité pour être dans l'armée. Oui, mais parlons de ces pays impliqués, je pense que c'est une question. Ouais. Mais quels sont ces pays impliqués? Quels sont ces pays exactement? Parce que jusqu'à présent, vous parlez des rebelles, des terroristes sur terrain, mais d'où viennent-ils? Non, mais je ne mâche pas les mots. Et le plan Caméré, c'est un triangle. Il dit, au milieu, c'est le M23. Mais à côté, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda. Et ces 2 pays, effectivement, ont des accointances avec ces mouvements parce que le Rwanda, l'Ouganda, c'est le quartier général du M23. Les Makenga, ils viennent de là pour venir nous attaquer. Oui, mais pendant ce temps, lors du dernier briefing des presses du porte-parole du gouvernement congolais, il a nommément cité le Rwanda comme pays qui soutient le M23. Il a même affirmé que les négociations vont se faire avec le Rwanda et non avec le M23, mais le gouvernement congolais n'a jamais cité l'Ouganda. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu paradoxal avec le plan Caméré qui cite nommément l'Ouganda? Non, mais écoutez, il ne faut pas être hypocrite. Déjà que vous savez qu'un mouvement rebelle qui vous attaque provient d'un pays X, écoutez, vous êtes voisins. Et il y a quelqu'un qui vient voler chez vous, mais vous avez identifié qu'il vient de la maison de votre voisin. Qu'est-ce que cela signifie? Vous allez dire qu'il n'est vraiment pas complice, qu'il n'en connaît rien? Et il en a l'habitude d'ailleurs. Vous allez dire qu'il n'en connaît rien? Non, je crois. Le Rwanda. Non, je pense qu'il faut également impliquer, il faut aussi parler avec l'Ouganda parce que, écoutez, il ne faut pas que ces pays également viennent nous faire la guerre au nom de la stabilité de leur pays. Vous avez suivi, vous savez que le président Vital Kamerhe a quitté le PPRD et l'Assemblée nationale pour, d'ailleurs, cette question. Il a refusé l'entrée des troupes rwandaises qui disaient venir traquer les FDLR au Congo. Et lui, il a dit, mais écoutez, vous allez venir traquer les FDLR au Congo. Mais il faut que cette question soit débattue à l'Assemblée nationale. Parce qu'au même moment, quand vous allez faire la guerre avec ces FDLR, mais la guerre va se passer où? C'est sur notre territoire. Qui va mourir? N'est-ce pas, c'est le peuple congolais? Qui vont perdre? N'est-ce pas, c'est nous qui allons perdre nos champs? Vous savez, la guerre, cette question, je n'apprécie pas la manière dont elle est traitée. Surtout
dans la partie ouest de notre pays. On traite la question de la guerre à l'Est avec beaucoup de légèreté. Vous savez, quand on n'a jamais été dans une région où il y a la guerre, on peut tout se permettre, on peut raconter des histoires. Hein, mais nous qui sommes nés dans la guerre, nous qui avons grandi dans la guerre, nous qui sommes dans la guerre chez nous, nous qui perdons le nôtre, nous savons que il est important que nous puissions traiter cette question avec le sérieux, tout le sérieux le plus possible. Et qu'il ne faut pas être sentimental pour résoudre la question des M23 ou des ADF, parce que les ADF également viennent d'où? N'est-ce pas de l'Ouganda? Pas nécessairement, c'est déjà un mouvement, c'est la branche de l'État islamique dans l'Afrique centrale, donc il y en a qui viennent de tous les pays de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale. Autant que les M23, il n'y a pas que le rwandophone, il n'y a pas que le rwandophone. Encore que, du Rwanda comme pays encore que le rwandophone, tous ne sont pas des Rwandais, parce qu'il y en a des Congolais également parmi eux, des Congolais nés sur le territoire congolais, et que ce soit dans le massif Siki ou dans les Rutshuru, je ne sais pas, un peu partout. Mais il n'y a pas que eux. Il y a également des Rwandais. Vous avez suivi. On a pris un général, à l'issue du mixage, il devient général congolais, il se retrouve à la Cour d'appel internationale et il dit qu'il est Rwandais. Vous comprenez ça? Et donc, il ne faut pas qu'on soit hypocrite sur ce genre de questions. Il faut que nous parlions calmement, en nous regardant droit dans les yeux avec ces gens, parce qu'encore que cette politique, cette très mauvaise politique de Kagame est passagère, parce que Kagame reste un humain, il va passer. Mais nous allons rester des voisins éternels avec le Rwanda et avec l'Ouganda. Alors, il faut qu'on mette des méthodes. Il faut qu'on, s'ils veulent entrer chez nous, qu'ils viennent, qu'ils entrent par la grande porte et pas par des fenêtres, en nous attaquant ou en passant par des groupes rebelles. Et donc voilà, c'est pourquoi le président Kamere dit clairement dans son plan que c'est important que nous puissions dialoguer avec ces pays impliqués plutôt que négocier avec le M23. Et effectivement, j'ai suivi le représentant du chef de l'État dans l'EAC, Serge Chimanga. Serge Chimanga, qui disait que le M23 ne va pas venir sur la table de négociation à Nairobi s'il n'a pas encore déposé les armes et libéré toutes les positions occupées. Alors, bon, donc le dialogue, en fait, ça veut dire qu'ils sont les bienvenus si jamais ils respectaient les préalables. Et là, il sera considéré comme un groupe armé congolais. C'est ce que je dis. Et donc, je pense qu'il faut aller tout droit au but. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on donne plus d'importance à ces gens qui nous tuent chaque jour. Il faut qu'on parle avec le Rwanda, il faut qu'on parle avec l'Ouganda et qu'on leur dise clairement que nous sommes également à mesure de nous défendre. Vous savez, c'est là où je reviens sur cette proposition-là de Bili Kambale qui aujourd'hui traîne dans le tiroir de l'hémicycle. Vous savez, si on était un pays où tous les jeunes de 30 ans ou de moins de 30 ans sont passés par une formation militaire, vous aurez du mal à venir déranger un tel pays. Parce que vous savez que vous avez affaire à des gens qui ont subi une formation et qui ont le mind, en fait, pour la défense de leur pays. Il faut que tous les jeunes soient considérés comme des réservistes dans l'armée, pour que quand toute la fois que le pays est menacé, que tous nous reprenions les armes pour le défendre. Évidemment. Alors, je crois que ce sont ces genres de réflexes qui vont nous aider, et c'est là où, effectivement, nous appuyons ce plan. Et d'ailleurs, après que le président aura échangé avec le chef de l'État, je crois qu'il faudra que l'on puisse aller tout droit au but et que rapidement nous puissions trouver des réponses à cette nébuleuse. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui nous intéresse, nous, à l'Est, que de finir cette guerre. Évidemment. Vous avez une question avant de passer à un autre point? Si on retournait un peu sur la question de la tournée de Vital Kamerhe, ici dans l'Est de la RDC, quel est l'impact au sein de la population, nous étant que peuple congolais, que pouvons-nous vraiment attendre des résultats ou soit de l'observation de Vital Kamerhe ici chez nous? Bon, effectivement, comme je l'ai dit en liminaire, le président Vital Kamerhe est d'abord venu pour dire merci à vous et à tout le monde, parce que je sais que tous, nous l'avons porté dans nos cœurs. Nous avons prié pour lui. On nous a dit avant le procès qu'il y avait plus de 2000 preuves l'inculpant. Mais nous avons suivi le procès du début jusqu'à la fin, nulle part où on nous a exhibé une seule preuve qui démontrait que le président Vital Kamerhe aurait touché à un seul centime de la République. Heureusement, la justice, la même justice, est revenue au bon sens
Et à la Cour de cassation, le président Vital Kamerhe est redevenu blanc comme neige parce qu'il a été acquitté. Et donc, il est venu pour dire merci à cette population qui a prié pour lui. On a vu de messes écuméniques, donc des chrétiens réunis des différentes églises pour prier en sa faveur. Vous savez, seul Dieu sait que si ceux qui ont voulu qu'il se retrouve dans cette situation, si ils n'auraient pas voulu qu'il meure, alors seul Dieu sait. Donc il lui fallut que le président vienne dire merci à cette population, mais également dire merci à toute cette jeunesse qui s'est organisée de manière spontanée. On a suivi les jours de sa condamnation. Il y a même des gens qui se sont donné la mort. Ils ont dit, mais finalement, si Kamerhe peut être condamné, donc c'est le monde à l'envers. Et certains se sont brûlés, les autres ont pris de la ciguë, et voilà. Mais si nous restons sur les plans conceptuels, Amani, ça veut dire la paix, tournée de la paix. Oui. Où est l'impact sur la paix dans l'Est de la RDC? Si nous savons que le M23 contrôle toujours Bunagana et d'autres groupes armés, reste actif dans la région. En homme politique, le président Vital Kamerhe, qui a été très bien accueilli, d'ailleurs c'est ici encore l'occasion de féliciter l'ensemble de la population du Nord Kivu, du Sud Kivu, parce qu'il a été dans le Kivu, dans tous les territoires pratiquement du Nord et du Sud Kivu. Et donc c'est aussi l'occasion de remercier cette population. La tournée à Mani, effectivement, Vital Kamerhe étant un homme politique, il a placé, d'ailleurs, comme il avait dit, il n'était pas venu faire la politique. Il est venu pour remercier et pour faire une proposition. C'est là où je dis, effectivement, l'impact, c'est par rapport à cette proposition-là. La proposition est donnée. Et pour nous, elle est salvatrice. Qu'elle soit simplement suivie. Mais elle reste dans des salons politiques jusque-là. Je vous ai même parlé d'une copie, donc on ne sait pas de quoi il s'agit concrètement. Non, c'est ce que je dis. Les présidents réservent la primaire. Vous savez, le président Vital Kamerhe a toujours été un homme droit. Il aime l'ordre, la logique. Il ne voudrait pas, il ne souhaite pas. Sinon, il aurait déjà tenu, par exemple, un point de presse pour dire, voilà, je suis venu... explicite exact, son je plan. suis venu de l'Est, et voilà, je propose ceci ou cela. Mais il attend d'abord échanger avec le chef de l'État autour de ça, avant que le plan ne soit rendu public. Mais aussi, on doit retenir, on doit comprendre que justement, la volonté qu'il a manifestée a eu des échos favorables dans la sous-région et également à l'ONU, parce que nous avons suivi les répliques, effectivement, de certains salons diplomatiques. Et donc, nous attendons que ces plans, que le chef de l'État discute avec son ami ou avec, comme vous le voulez, son ancien directeur de cabinet. Son ancien directeur de cabinet. Allié politique, bien sûr. Son allié. Au sein du FTC Cash. Au sein de Cash. Parce que, effectivement, nous sommes retrouvés à 2 à Nairobi. Ouais. Et donc, il va falloir justement qu'après, que ces plans maintenant soient divulgués dans son ensemble. Et c'est d'abord, comme je l'ai dit, au chef de l'État que la primaire est réservée. Voilà. Comme vous parlez du chef de l'État, nous allons aborder le dernier point de cette émission avec vos questions, bien sûr. Madame Ormiel Ediada, Mihigo. En tout cas, on ne sait pas si en 2023, le président Vital Kamerhe avec l'UNC sera au sein de l'Union sacrée ou non, parce que jusque-là, il y a beaucoup d'enjeux actuellement, beaucoup de défections au sein des regroupements politiques. On voudrait savoir le positionnement de l'UNC aujourd'hui par rapport à l'Union sacrée et par rapport aux élections de 2023. Bon, d'abord, je dois confirmer justement que nous sommes dans l'Union sacrée. Nous co-gérons le pays et ce n'est pas au hasard, c'est parce que nous nous sommes retrouvés ensemble à Genève. Et après cette sorcellerie à forte dose qui s'est passée à Genève, nous sommes retirés et nous avons demandé à l'époque à M. Tshisekedi de se retirer également. Il s'est retiré aussi, il nous a suivis et nous sommes allés ensemble à Nairobi où nous avons signé un accord. Je vais dire qu'il ne s'agit pas de lui, il ne s'agissait pas de l'UNC, de l'UDPS, il s'agissait du président Vital Kamerhe et son ami à l'époque, parce que les chefs d'État n'ont pas d'amis, et son allié Félix Tshisekedi. Et donc nous avons mis en place Cash à l'issue d'un accord qui a été signé. Et donc c'est au nom de cet accord-là que nous sommes ensemble dans Cash et dans l'Union sacrée. Alors, est-ce que Cash les relations, existe je dois avouer avec l'avènement de l'Union sacrée, on peut affirmer vu que Cash existe encore. Bon, sinon, au nom de quoi nous sommes dans l'Union sacrée? C'est au nom de Cash. C'est au nom de Cash. Pas au nom de l'UNC? Non, au nom de Cash. UNC, oui, mais c'est parce que nous avons un accord.
Donc, nous avons un accord qui nous a mis ensemble. Sinon, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, je suis de ceux qui n'étaient même pas d'accord que nous puissions accompagner quelqu'un aux élections. Et je crois que nombreux étaient dans cette posture-là, parce que nous avons vu, le président Kamere s'est retiré des élections, mais en dépit du fait qu'il se soit retiré, n'était plus candidat, il a quand même été 4e aux élections avec plus de 400 000 voix. Donc, des Congolais se sont dit, non, non, même si vous vous êtes retiré, mais nous allons voter pour vous. Ça veut dire que cet homme, c'est une opinion. Et donc, c'est au nom de ça que nous sommes dans l'Union sacrée. Mais en termes de 2023, vous savez, c'est le futur. Le futur, c'est le secret de Dieu. C'est un futur très proche. C'est le secret de Dieu. Et puis en plus, en tant que porte-parole adjoint du parti, je ne suis pas une instance pour décider de l'avenir politique de mon parti. Bien au contraire, l'information que je peux vous donner, c'est qu'en fait, au cours du 2e trimestre de l'année 2023, nous allons tenir notre congrès. Et c'est à l'issue du congrès que nous allons plébisciter notre candidat aux élections de 2023. Donc, implicitement, jusque-là, vous n'êtes pas encore positionné par rapport à un candidat quelconque. Oui, mais vous savez que si moi vous me posez la question, vous voterez pour qui en 2023? Déjà, je n'ai pas à réfléchir 2 fois. C'est Vital Kamerhe. Et donc, même s'il ne sera pas candidat. Mais comme je le disais, on attend. Hein, prenons un peu de patience. Attendons que le congrès soit tenu, parce qu'en fait, c'est aussi ça. Le deuxième il faut que nous 2023, justement, c'est vers le mois. Ouais, non, c'est pas loin, c'est vers juin. Là, il y aura déjà beaucoup d'enjeux. Peut-être que vous serez déjà écarté. Non, mais justement. Peut-être que vous serez déjà écarté, vous serez obligé d'y aller seul. Non, vous savez que nous, les postes, ça nous a jamais préoccupés. Pour preuve, le chef de l'État vient de nommer ici, je crois, plus de 200 personnes dans les entreprises. Il n'y a personne de l'UNC. Est-ce que vous avez suivi l'UNC faire... Il n'y a pas de frustration à l'intérieur? Non, parce que pour nous, ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Mais la vous politique, pouvez suivre, écoutez, vous avez suivi des gens. J'ai suivi la semaine ici, 40 députés, machin, tout ça, tout ça. Écoutez, Monsieur Adrien Mouchoumo, pardon, vous dites que ce n'est pas les postes qui vous préoccupent, mais qu'est-ce qui préoccupe exactement l'INC? Au sein de l'Union sacrée. Voilà, non, ce qui nous préoccupe, nous, ça a toujours été, c'est ça notre combat de chaque jour, c'est la vie, la bonne vie de la population congolaise. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est de faire de ce Congo un pays où il fait beau de vivre. Et comment comptez-vous y arriver alors que vous n'êtes pas dans des postes de prise de décision? Non, mais écoutez, c'est pourquoi nous disons que même si peut-être que la solution ne vient pas de nous à l'immédiat tout de suite là, mais nous avons quand même des propositions à formuler pour que le pays puisse décoller. Et c'est pourquoi je suis revenu d'ailleurs sur la proposition, par exemple, de Billy Kambale. C'est comme ça que d'ailleurs nous débattons de la proposition du président Vital Kamerhe pour sortir de la situation de la guerre à l'est du pays. Donc nous pensons que la bonne manière de gérer le pays, c'est de penser en termes de rétablissement de la vie du Congolais et du Congo. C'est ce qui doit nous préoccuper. Parce que si nous rentrons tous dans la guerre de poste, alors nous sommes perdus, nous sommes foutus. Ce n'est pas ça notre priorité. Et c'est comme ça que je dis, en 2023, nous allons nous présenter aux élections parce que vous allez également vous rappeler que la CENI venait d'être formée, tout ça. L'UNC n'est nulle part, hein? Nous ne sommes pas dans le bureau. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que ce n'est pas important, mais c'est parce que pour nous, ce qui compte, c'est l'organisation du parti pour que nous puissions être prêts pour les élections. Et effectivement, nous avons un objectif de 150 députés en 2023 et nous savons que nous allons y parvenir parce que nous nous organisons le mieux que nous le pouvons. Et donc, c'est ce qui nous préoccupe. Il faut qu'en 2023, en allant aux élections, que nous soyons fiers du bilan du président Tshisekedi. Mais si nous ne sommes pas fiers de son bilan, alors écoutez, on ne va pas se cacher la face. On va décider autrement. Parce qu'en fait, nous faisons la politique, c'est pour la population. Alors si la population n'est pas satisfaite, écoutez, il faut avoir honte. On ne va pas aller se présenter devant cette population si on sait que nous-mêmes, on n'est pas fiers de son bilan. Et c'est pourquoi nous disons effectivement, nous avons l'impression que même le gouvernement, les chefs de l'État, on dirait qu'il a en tout cas la bonne foi pour que les choses aillent mieux. Mais on a comme l'impression qu'il n'est pas vraiment accompagné comme il se doit par le gouvernement. Et donc, je crois qu'il faut qu'il y ait un iota de volonté dans chacun d'entre nous, surtout dans ceux qui sont directement à la manette, pour que nous puissions améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est ce qui doit nous animer, nous tous.
Voilà, je ne sais pas si vous avez une question, madame, sur les élections. Bon, peut-être que j'ai compris que si vous n'êtes pas directement à la manette, il y a d'autres personnes qui peuvent facilement vous accorder ce que vous demandez pour changer les choses, comme vous l'avez dit. Oui, c'est le peuple. Il n'y a que le peuple qui donne, effectivement. Il n'y a que le peuple qui donne le pouvoir. Le pouvoir, il vient du peuple. C'est ça la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus. Vous vous rappelez que nous avons été sur la première ligne, par exemple ici à Goma, lorsque nous disions que nous ne devrions plus accepter que le président Kabila dépasse 2018. Il faut que les élections se tiennent. Certains d'entre nous ont perdu leur vie. Donc ce n'était pas pour rien, c'était pour que nous puissions avoir les élections. Donc nous sommes en train de nous organiser comme nous le pouvons pour que, en arrivant en 2023, nous soyons rassurés que nous sommes prêts pour avoir la confiance du peuple congolais. Alors 2023, c'est dans quelques mois, et quand vous parlez du bilan, déjà du président Félix Tshisekedi, bon, ce n'est plus un bilan à mi-parcours, mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fiers déjà de ce bilan? Parce que bon, dans l'opinion, on a dit le président Vital Kamerhe n'a pas cité Félix Tshisekedi tout au long de sa tournée de paix dans l'Est du pays. C'est implicitement pour autant dire qu'il n'est pas du tout fier de ce bilan-là, qu'il devrait partager en amont. Bon, écoutez, le président n'est pas venu comme porte-parole du chef de l'État. Ce sont des partenaires, ils ont discuté. Avant même qu'ils ne viennent parler avec nous, nous dire pourquoi il vient, ils ont d'abord discuté avec le chef de l'État. Et je crois que d'ailleurs le chef de l'État lui aurait, moi je pense, le connaissant, je pense que le chef de l'État n'avait pas intérêt à faire en sorte que le président Kamerhe vienne dans le sens de faire comme s'il donnait un bilan ou un message qu'on ne lui a pas donné. Donc, même pas de salutation au nom du chef de l'État qui est son partenaire politique. Et puis, Vital Kamerhe et lui, ils sont dans l'union sacrée. Bon, je pense, vous l'avez suivi quand il est arrivé. Le premier mot, la première phrase au stade Afia de Goma, il disait « Je ne suis pas venu pour faire la politique. Je suis venu pour vous dire merci. » Mais il reste un homme politique. Il reste un acteur politique. Oui, mais écoutez, il faut pas... de la région. Non, il ne faut pas tout politiser, mon cher ami. Il ne faut pas tout politiser. Le chef de l'État, le président Vital Kamerhe a fait ce qu'il devait faire parce qu'il avait une mission qu'il s'est assigné avant de quitter Kinshasa. Il a d'abord réuni les cadres et militants du parti, les responsables du parti, la direction politique nationale du parti, avant de venir à l'Est. Et donc, il est resté dans les objectifs de sa tournée. Qu'il ait cité le chef de l'État ou pas, je crois que là n'est pas le problème. Le président ne va pas en rougir. Ouais, mais la retombée des noms, parce que nous suivons tout ce qui se passe sur la scène politique congolaise. Après Vital Kamerhe, nous avons vu Augustin Kabouya aller aussi amasser de la foule à Kisangani. Martin Fayulu ainsi que d'autres acteurs politiques. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a deux poids, deux mesures? Non, bon, parce que c'est vrai que l'UNC, c'est l'UDPS qui vient, juste après demain, c'est l'UDPS qui va descendre sur Goma. C'est vrai que ça fait débat. Bon, moi je ne suis pas dans ça. Ouais. J'ai suivi une campagne d'évangélisation de Gilles Moulindois où Augustin Kabouya est passé pour saluer les gens. Mais l'UDPS a dit non. Non, écoutez, non, c'est ce que je dis. Je dis que moi je ne suis pas là. Parce que je ne suis pas venu pour discuter de ça. Moi, j'ai seulement appris. Bah ouais, ce sont des faits quand moi, j'ai seulement appris. Nous sommes dans la région. Moi, j'ai seulement appris et qu'après, il est allé les féliciter pour sa mobilisation et tout. Ça, moi, je ne suis pas dans ça. Vous voyez? Alors, je pense qu'il faut qu'on reste dans ce qui est essentiel. Et c'est là où je voulais rappeler à nos amis de l'UDPS qu'il y a un combat que nous avons mené avant que nous puissions nous retrouver là où nous sommes aujourd'hui. Et que ce serait insensé que les reproches que nous avons faits à Kabila soient les mêmes qu'on nous reproche pendant notre gouvernance. Même cette histoire des députés qui mitent à tout bout des champs les débauchages, ce sont des méthodes que nous devons développer. Il y en a qui sont aussi venus de l'UNC, aujourd'hui comptés dans les rangs de l'UDPS. Ce sont des méthodes que nous devons décourager. Effectivement, on comprend avec la prolifération des partis politiques, des partis mallettes, parce que je vais vous rappeler... Les regroupements actuellement. Oui, voilà. Je vous rappelle qu'aux élections de 2018, si on était sérieux, on aurait seulement compté 4 partis politiques. Parce qu'il n'y a que 4 qui sont allés aux élections en tant que partis. Il y a l'UNC, l'UDPS, le PPRD et le MLC.
seulement. La FDC? Non, FDC. Avant de devenir un regroupement. Non, mais ils ne sont pas allés aux élections avec les partis, ils sont allés aux élections avec leurs alliés. Regroupement. Comme regroupement. Et c'est cette histoire de regroupement qui nous met en difficulté aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils ne sont pas tenus. Il n'y a pas une loi sérieuse pour le regroupement. Ils peuvent imiter comme ils veulent. Alors Cash n'était pas un regroupement politique? Non, Cash était un regroupement, mais nous, on n'a pas présenté des candidats sous le label de Cash dans les élections législatives. Alors, quel est le poids politique maintenant de Cash s'il n'y avait pas de députés? Non, les députés ont été élus sous le label de leurs partis respectifs. Ces regroupements-là, c'était d'ailleurs, ce n'est pas un regroupement formalisé. Nous étions dans le processus de le formaliser. Encore une fois, je suis désolé de vous informer que c'est l'UDPS qui a bloqué. Nous voudrions que ce soit un regroupement officialisé et que puisque nous avons l'ambition de co-gérer le pays ensemble, dans l'esprit de l'accord de Nairobi, qui voudrait que, après ce mandat, que le président Félix soutienne notre président Vital Kamerhe pour les élections 2023. Ça, c'est l'esprit de l'accord Nairobi. Ça ne sera pas le cas, non, j'estime. Ce n'est pas à vous de décider, parce que vous n'êtes pas également dans le cœur du président Félix. Je crois qu'il n'a pas intérêt à se détourner du bon sens. C'est cela, le bon sens. Mais déjà, son entourage dit le contraire. Mais l'entourage, il ne faut pas suivre le bruit de l'entourage. Vous avez suivi en 2019, quand je disais que les amis devaient mettre un peu d'eau dans leur vin, en s'empêchant de saper la personnalité de notre président, parce que nous les avons sauvés de la ménopause politique. Ça a fait débat. Mais ceux qui sont sérieux dans l'UDPS, qui savaient justement qu'ils ont milité pendant 38 ans et qu'ils n'avaient jamais accédé dans la magistrature suprême, se sont tus parce qu'ils ont compris que c'était vrai. Il lui fallut que le président Kamerhe les soutienne pour qu'il se retrouve à la gestion du pays. Refuser cette évidence, c'est de la mauvaise foi. À la limite, la sorcellerie à forte risque. Merci beaucoup, M. Adrien Moussoumo. Nous allons suiter par le processus électoral en RDC. Est-ce que vous avez aussi constaté, comme d'autres observateurs, ce petit retard qui s'observe dans le processus actuellement parce que le calendrier n'est pas encore officiellement publié? Justement, je le constate également avec tout le monde et je suivi également le chef de l'État qui disait que si on s'en tient aux dates, au délai, nous risquons d'avoir des élections bâclées, des élections moins crédibles. Parce qu'on l'a, à ce moment-là, on va y aller à la 6-4-2, c'est-à-dire rapidement mais sans soin. Alors, je pense qu'il faut quand même que nous puissions maintenant là, je pense qu'il n'y a rien qui soit impossible. Il va falloir que nous continuions à faire le nécessaire, comme ça se fait déjà, parce que la CENI est déjà à plus de 300 millions de dollars décaissés par le gouvernement congolais pour les élections. Et donc je crois qu'il faut que cette bonne volonté continue. Mais il est vrai aussi que la CENI doit nous aider à convoquer rapidement la population pour l'enrôlement. Parce qu'en fait, vous savez, nous n'avons pas intérêt à nous retrouver dans la même situation dans laquelle Kabila s'est retrouvé. Parce qu'au finish, Kabila a été détesté à la fin. Il s'est retrouvé seul contre tous à cause de ce genre d'histoire, les glissements et tout. Nous n'avons pas intérêt à nous retrouver dans cette situation. Nous, il ne faut pas qu'à un certain moment, que l'on pense justement que nous sommes en train de tout manigancer pour que les élections n'aient pas lieu. Et donc, je crois qu'il faut que cette volonté puisse nous animer. Déjà au niveau du gouvernement, je crois que la barre, disons, la somme demandée, exigée par la CENI, elle est payée normalement. Il y a d'ailleurs des matériels qui est en train d'arriver. Dans le délai. Ouais. Donc je crois qu'il faut aussi qu'il y ait plus de volonté au niveau de cet organe. Pour que, j'ai suivi d'ailleurs avant-hier, je crois que c'est avant-hier qu'ils ont sorti les listes pour le recrutement des formateurs. Évidemment. Et puis pour les opérateurs des saisies et consorts. Je crois que ça va aller un peu plus vite. Parce que comme je vous le disais, nous n'avons pas intérêt à faire en sorte que nous puissions retarder les élections. Ça n'a pas de sens. Il faut que nous allions aux élections, il faut que nous laissions le peuple congolais décider de son avenir. Voilà, nous allons attendre le deuxième. Peut-on dire que l'UNC est prêt pour 2023? En tout cas, madame, soyez-en sûre, nous sommes plus que prêts pour les élections. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes inscrits dans la logique du nouveau secrétaire général de notre parti, Excellence Billy Kambale Tsongo Eraston, qui a, à l'issue de sa nomination, il a fait un plan stratégique pour le triomphe de l'UNC en 2023. Et donc,
Nous sommes en train de nous battre pour avoir 150 députés de l'UNC. Et ne pensez pas que ce sera impossible pour nous. Déjà que je vous informe par exemple que nous sommes déjà dans toutes les 26 provinces de la République. Et les dernières statistiques de la Fondation NDA nous plaçaient à la deuxième position du parti le mieux structuré et le mieux implanté au pays. Mais je crois que, comme d'ailleurs ils ont été reçus par le nouveau secrétaire général, je crois qu'ils sont en train de faire les nouvelles statistiques qui nous placeront à la première position. Parce que déjà imaginez que même à Kabeakamwanga, le village où était né Etienne Tshisekedi, nous avons hissé le drapeau du parti. Donc sur même les 145 territoires qui comptent le pays, nous sommes déjà dans 143. Donc, et les deux là, c'est parce que simplement ce sont des territoires vraiment enclavés, mais je crois que nous sommes bien partis pour gagner les élections. Déjà au niveau de Goma et dans toute la province, non, nous sommes débordés par les demandes. Des députés qui ont été élus dans leurs partis respectifs, mais qui voudraient se présenter sur les listes de l'UNC en 2023. Donc, nous sommes prêts pour les élections. De toute façon, nous attendons le deuxième trimestre de l'année 2023 pour savoir votre justement, savoir à l'accompagnement ou non du président Félix Tshisekedi. Justement, vous savez que quand le président est passé ici, il est parti avec plus de 1500 mémorandums. Et les mémorandums, par définition, ne sont pas que des messages de remerciements, ce sont des revendications. Ce sont des revendications de la population. Et donc, comme je le disais, autant que le président réserve la primaire de son plan de sortie de crise au chef de l'État, autant il va discuter avec lui sur toutes ces préoccupations-là, parce que son mandat nous préoccupe, il est le nôtre. Merci beaucoup, monsieur Adrien Mouchoumo. J'étais avec madame Ormiel Mihigo pour vous recevoir sur ce plateau des Afro Info 243 dans le grand dossier. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Non, je dois vous remercier également pour l'invitation, mais également pour l'organisation. Je trouve que c'est impeccable. Merci. Donc, sincères félicitations et merci. Voilà, si c'est pour la première fois pour vous de suivre Afro Info 243, abonnez-vous pour rester au parfum de l'actualité de la République démocratique du Congo. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications. Laissez-nous en j'aime votre point de vue en commentaire par rapport à tous ces sujets abordés avec le porte-parole national adjoint de l'UNC. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.